Présidentiel au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour un second mandat, Soumaïla Cissé, son principal adversaire, conteste l'issue du scrutin. On le verra dans cette édition. Kofi Annan s'en est allé. Plus d'hommage en la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations Unies. De Libreville à Paris, Dakar, Ouagadougou et Yaoundé, nous aurons des réactions des Africains dans cette édition qui reçoit Louis-Philippe Badiga, rédacteur en chef de Gabon 24, et Michel Dongnesso, spécialiste de philosophie morale et politique. Messieurs, bonjour. Bonjour. On commence tout de suite par le Mali. Ibeka a été réélu avec 67,17% des suffrages à l'issue du second tour face à Soumaïla Cissé, 32,82%. De nombreux chefs d'État ont d'ailleurs félicité le président sortant pour sa victoire. Le chef de file de l'opposition ne reconnaît pas ses résultats et son parti a lancé un appel à la mobilisation citoyenne pour exercer une pression populaire et pacifique sur cette élection. Les précisions dans ce reportage. Issu selon Soumaïla Cissé de bourrage des urnes, ce dernier vient de rejeter les résultats donnant vainqueur à la présidentielle Ibrahim Boubacar Keïta par le ministère de l'administration territoriale avec 67,17% des voix contre 32,83%. J'utiliserai toutes les voies de recours que m'offre la constitution de notre pays, la législation malienne et les textes internationaux, ainsi que tous les moyens politiques à ma possession pour faire respecter le vote des Maliennes et des Maliens. Le chef de file de l'opposition, qui ne s'était pas encore personnellement exprimé depuis l'annonce de sa défaite, a appelé ses partisans à participer ce samedi matin à un rassemblement pacifique et sans violence dans la capitale malienne. Cissé a officiellement obtenu 32,83% des suffrages. Ces chiffres doivent être encore validés par la Cour constitutionnelle, mais plusieurs dirigeants étrangers, comme le président français Emmanuel Macron et sénégalais Macky Sall, ont déjà félicité Keïta pour son élection à un second mandat. On le disait, les partisans de l'URD de Soumaïla Cissé ont contesté donc ce week-end à Bamako pour revendiquer ce qu'ils croient être la victoire de leur champion. Quelle est l'attitude de la société civile dans cette élection qui s'achève au Mali? On le saura dans quelques instants avec Oussou Diagola. À quoi obéit donc cette logique de s'en remettre à la fois à l'arbitrage de la haute juridiction et demander en même temps à ses partisans de se mettre dans la rue lorsqu'on sort d'une élection comme celle du Mali? On commence avec vous, Louis-Philippe Badiga. Oui, bon, il faut dire que, en ce qui concerne les élections en Afrique, la contestation est une tradition bien établie, hein, et cela montre bien les carences avec lesquelles ces élections sont organisées. Autrement dit, il n'y a pas toujours un consensus entre les acteurs politiques sur les institutions qui organisent les élections et notamment sur les règles. Mais en réalité, pour les candidats malheureux, s'en remettre à la fois à la haute juridiction ou à la rue, c'est simplement la volonté de gagner du temps. Mais le plus souvent, hein, dans l'histoire politique de l'Afrique, il est difficile de voir des élections qui aient été annulées après donc, les recours de l'opposition. Nous allons tout de suite partir dans la ville des Trois Caïmans, entendez par là Bamako, pour retrouver Oussou Diagola, chef de bureau d'Africable. Oussou, bonsoir. Bonsoir Israël. Finalement, alors que tout le pays attend donc à l'invalidation ou la confirmation des résultats de cette présidentielle, est-on finalement en pleine crise post-électorale au Mali? Disons que depuis le début de ce scrutin, il était prévisible de prévoir une crise post-électorale du tout les désidératas que l'opposition avait fait savoir, à savoir d'abord le fichier électoral, à savoir la composition des bureaux, les procurations et tout ce qui s'en suivait. Et bien avant le premier tour, le leader de l'opposition, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, avait fait savoir que si ce scrutin se passait dans ces conditions-ci, il ne va pas reconnaître ces résultats, ce qu'il a fini hier par dire et par démontrer dans les rues de Bamako en mobilisant ses troupes pour dénoncer la fraude. Alors les partisans de l'URD ont manifesté ce week-end, vous l'avez dit, et quelle est la position de la société civile malienne après ce second tour de la présidentielle? Vous savez que nous sommes
quelques soucis de liaison avec Bamako. Nous allons peut-être retrouver Oussou Diagola dans quelques instants. Le temps de revenir sur ce plateau avec Michel Ndonguesso. Le candidat de l'URD se plaignait de l'interpellation de certains de ses lieutenants à l'issue de cette présidentielle. Alors, les observateurs ont pourtant parlé, sont pourtant formels à l'issue de ce scrutin. Ils parlent plutôt d'irrégularité que de fraude. C'est quoi ce langage en diplomatie? Oui, Ismaël Bianzé, juste pour revenir sur le vocabulaire du confrère tout à l'heure, parce qu'effectivement, tant la contestation est une règle clairement établie en Afrique à l'issue des processus électoraux, tant les irrégularités, effectivement, sont toujours observées, notamment dans certains pays, en ce qui concerne l'organisation des élections. Et en fait, en réalité, ces irrégularités avaient déjà été annoncées. Et elles obéissent à la configuration même du territoire malien. Il n'est pas sans rappeler, effectivement, qu'il y a des territoires, des bureaux de vote entiers où, effectivement, le scrutin n'a pas pu avoir lieu dans des conditions optimales. Maintenant, toute la question, effectivement, qui revient à poser aux opposants, c'est effectivement comment être allé aux élections dans ces conditions-là, parce qu'il est bien de contester, mais attention, lorsque les irrégularités ont pratiquement été annoncées d'avance, parce que le territoire malien, il est fragmenté, il est déchiré, il était pratiquement prévu que dans certains territoires, parce que c'est l'argument fondamental de Soumaïla Cissé, que le vote n'aura pas lieu dans les conditions optimales. On va revenir sur vous parce que vous n'avez pas encore répondu à ma question à propos de la sortie des observateurs internationaux à l'issue de ce scrutin. Le temps de repartir tout de suite à Bamako, retrouver donc Oussouf Diagola. Je vous posais tout à l'heure la question de savoir quelle est la position de la société civile malienne à l'issue de ce scrutin et votre réponse? Oussouf? Je disais que, vous savez, ici au Mali, nous sommes une société très islamisée, très croyante, très musulmane, et même la communauté chrétienne CNI, selon nos informations, le leader de l'opposition a dû recevoir, ou aujourd'hui, ou en tout cas va recevoir dans les jours à venir, une mission de bons offices de la part de la communauté religieuse pour lui demander de mettre un peu d'eau dans son vin et de ne pas trop aller à la contestation dans les rues. Mais ce qui se passe, il est vrai que la société civile malienne étant très dépendante des politiques, il y a beaucoup aussi qui se sont prononcés pour le camp du président sortant qui a remporté le deuxième tour avec près de 67% de voix. Alors, le candidat de l'URD se plaignait de l'interpellation de certains de ses lieutenants. Quel est leur sort et en sait-on davantage sur leur lieu de détention, Oussouf? Le délibérateur de M. Soumaïla qui s'est porté sur des points précis. D'abord, le bourrage de Zirma. Il a mis en place une équipe qui a tenté de démontrer, selon eux, que dans des localités où un bureau de vote vote à 100% pour un candidat, cela signifie tout simplement que c'est du bourrage de Zirma. Il a démontré par A plus B que si on enlève ces localités où, selon eux, il y a un bourrage de Zirma, c'est lui qui viendrait en tête avec 51% de voix contre 48 et 4% contre son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta. Tout cela dit, il faut se dire que c'est demain lundi qu'on attend la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle et tout porte à croire que les résultats annoncés par le ministère de l'administration territoriale seront confirmés par la Cour dirigée par Manassa Daniko. Oui, Oussouf, cette dernière question, on disait que le candidat Soumaïla Cissé se plaignait de l'interpellation de certains de ses collaborateurs. Est-ce qu'on en sait davantage aujourd'hui sur leur lieu de détention? En fait, il s'agit de l'agence Smart Media qui est chargée de la communication de sa campagne. La veille du scrutin du deuxième tour, l'opposition, le directeur de campagne de Soumaïla Cissé avait dû interpréter quelques bulletins de vote avec des personnes travaillant soi-disant au compte du ministère de l'administration territoriale. Or, d'après les investigations toujours repérant les services de sécurité, il s'agirait d'une manipulation qui proviendrait de cette agence de communication Smart Media qui aurait fabriqué ces bulletins et qui aurait, selon eux, traficoté tout cela pour démontrer la preuve de la fraude. Or, selon le cas, il n'en est rien. D'où une défense des services de sécurité, non seulement la sécurité d'État, qui a saisi
le matériel de travail de l'agence et qui a interpellé, il a été libéré par la suite, un technicien, un monteur vidéo qui s'occupait de ça. Merci Oussouf Diagola en direct de Bamako. Merci pour votre disponibilité. On revient donc à vous. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. À bientôt. On revient donc à vous. J'étais donc en train de vous poser cette question sur la sortie des observateurs de l'Union européenne qui ont supervisé ces élections au Mali. Ils disent qu'il n'y a pas eu de fraude à leur avis et qu'il s'agirait de certaines irrégularités constatées ça et là. Qu'est-ce que cela signifie en langage diplomatique? Oui, il peut effectivement s'agir d'un jeu de mots, mais qui peut avoir des conséquences lourdes, effectivement, sur l'entendement de l'opinion malienne, la fraude et l'irrégularité, si tant est que le camp de Soumaïla Cissé peut démontrer par les voies de recours juridiques que les irrégularités en question ont influencé l'issue du scrutin. Et alors là, nous n'avons qu'attendre, effectivement, que l'autorité judiciaire, effectivement, en charge de ces questions soit saisie et voir l'examen. Cela se passe, effectivement, comme partout ailleurs. Et effectivement, suivre l'examen du dossier, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l'étendue de ces irrégularités, d'autant que la preuve n'a pas encore été fournie. Mais toujours est-il qu'Ismaël Bianzé, il faut, et là je pense que le confrère a raison, il faut déjà qu'on s'habitue, soit on s'y habitue, soit effectivement on essaye d'en sortir. Mais je pense que nous sommes dans la continuité en Afrique. Le processus électoral, c'est toujours la contestation. On n'a jamais eu, ou alors dans très peu de cas, un opposant vaincu qui salue le vainqueur des élections. Malheureusement, nous sommes encore à ce niveau. Oui, dans le cas malien, puisque vous faites bien d'établir ce constat, dans le cas malien, est-ce que Soumaïla Cissé a véritablement bien négocié son second tour avec d'autres candidats en course dans cette élection? Bon, en tout cas... le système de jeu d'alliance. Oui, en fait, il faut déjà revenir donc à la configuration du premier tour, la configuration du premier tour qui a vu, on va dire, très peu de candidats se prononcer en ce qui concerne les consignes de vote. S'agissant donc du second tour, on sait qu'il y a une seule candidate qui a pris fait et cause pour IBK et les deux autres candidats arrivés troisième et quatrième ne se sont pas prononcés. Donc le second tour paraissait difficile parce que le plus souvent, ce sont justement ces candidats-là qui deviennent des faiseurs de roi. Donc c'est pour dire qu'il était difficile, effectivement, pour Soumaïla Cissé de négocier ce tournant, étant entendu que les deux autres candidats ne se sont pas prononcés. Et du coup, il est même difficile d'analyser la situation, d'autant que il est difficile, voilà, justement, de percevoir le report de voix dont aurait pu bénéficier Soumaïla Cissé dans cette situation. Vous me tendez là la perche pour vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas une preuve supplémentaire, justement, que le report des voix n'est pas souvent systématique dans ce genre d'élection? Oui, effectivement, le report de voix n'est pas systématique. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend les deux et troisième candidats, c'est-à-dire ceux arrivés, j'ai envie de dire, troisième et quatrième à l'élection présidentielle, ce sont des candidats qui n'ont pas une forte prégnance, on va dire, dans la société malienne. Et donc, effectivement, le report de voix n'est pas systématique. Et donc, j'ai envie de dire, le candidat malheureux ne peut pas non plus également prendre à son avantage ce report de voix, d'autant qu'il peut être partagé entre le candidat arrivé premier et le second. Alors, ceux qui n'ont pas donné de consigne de vote, n'ont-ils pas finalement joué le jeu du pouvoir du candidat sortant? On peut le laisser penser encore qu'en réalité, lorsqu'on est candidat, c'est qu'effectivement, on entend briguer la magistrature suprême. Et lorsqu'on arrive troisième ou quatrième, il n'est pas souvent aisé de se départager, soit au bénéfice de celui arrivé en tête, soit au bénéfice de celui arrivé second. J'ai envie de prendre pour acquis, effectivement, l'observation qui consiste à dire que la configuration politique même du Mali a profité au président sortant. C'est une évidence. Et certainement, Soumaïla Cissé n'a pas eu les moyens et dans les délais prévus d'essayer effectivement comment dit-on en fait, de combattre IBK dans les territoires où en réalité il était pressenti comme favori. Je pense que c'est la configuration de l'élection qui a joué à la faveur du candidat sortant. Cela est un acquis. Soumaïla Cissé et ses lieutenants sont en train de faire tout pour se faire entendre de la Cour constitutionnelle du Mali. Est-ce qu'il y aura un troisième tour dans cette élection? Oh, difficile de le dire, Ismaël. Je pense que le Mali aussi est ancré dans une sorte de tradition, avant le dernier coup d'État militaire perpétré lors de la mandature de
lors de la mandature de ATT, justement, la tradition malienne, c'est que le président arrivé démocratiquement au pouvoir bénéficie souvent d'un second mandat, étant donné que au niveau de la Constitution, il n'a pas droit à un troisième mandat. Donc, c'est une sorte d'habitude déjà ancrée dans les traditions, et je pense avec le contexte de guerre qui est encore réel au Mali, je pense que les Maliens ne voudraient pas rentrer dans un cycle encore de contestation qui peut également alimenter la violence. Alors, on sait que Soumaïla Cissé est depuis février 2015, si mes souvenirs sont exacts, chef de file de l'opposition parce qu'il a obtenu ce statut-là à l'issue d'un décret passé d'un texte de loi voté à l'Assemblée nationale. Il devient le chef de file de l'opposition malienne. Est-ce que son appel à contester l'issue du scrutin ne peut pas, par exemple, jouer sur son statut actuel de chef de file de l'opposition avec tous les risques de débordement que cela peut entraîner? Non, je pense le contraire, et j'ai envie de prendre les deux extrémités de votre propos. Je pense effectivement que la démarche qu'engage Soumaïla Cissé, c'est plutôt pour conforter son leadership de l'opposition. Et il faut tout de suite souligner que moi, ce qui m'a gêné, c'est la proportion de l'écart. Il est quand même un peu trop flagrant. On aurait été à une différence de 5%. Je pense que l'influence de Soumaïla Cissé sur la mentalité politique malienne serait restée intacte. Or là, effectivement, on a l'impression que l'écart s'est tellement creusé et qu'il flotte un tout petit peu, d'où effectivement cette manœuvre qui consiste effectivement à rester présent dans l'imaginaire malien. Mais ce qu'il faut dire, Ismaël Bianzé, c'est qu'il ne faudrait pas pousser le bouchon un peu plus loin, parce que le contexte malien, effectivement, a pour fondement la préservation de la sécurité. Une sécurité qui est déjà gravement menacée. Donc, il ne va pas falloir que les différentes parties, effectivement, s'amusent un peu avec le feu. Tant que la contestation, moi je le dis, restera dans les termes de la loi, c'est-à-dire qu'on saisit les institutions clairement établies, je ne trouve pas de problème. Le danger, c'est le dernier pendant de son intervention qui dit qu'il va user de tous les moyens politiques. Or, lorsqu'on entend moyens politiques, on peut se dire qu'il s'agira de manifestations réprimées par les forces de l'ordre, ce qui pourra dangereusement aggraver le climat délétère actuel. Est-ce que le statut de chef de file de l'opposition permet souvent de rééquilibrer le combat politique contre le pouvoir lorsqu'on est dans l'opposition? Je pense que dans le contexte malien, oui, effectivement, Soumaïla Cissé pourra jouir tranquillement de son statut de chef de l'opposition, d'autant qu'en réalité, en dehors des périodes de crise et donc de cette violence alimentée par des forces djihadistes, le Mali en réalité a une tradition démocratique ancrée depuis les années 90 quand même, qui a été certes perturbée par l'intrusion chaque fois de l'armée dans le domaine politique, mais en réalité, Soumaïla Cissé pourra tranquillement siéger dans son rôle de chef incontestable de l'opposition, tout en jouant justement le jeu politique. Oui, le flou artistique qui entoure ce statut entraîne parfois des querelles de leadership au sein de l'opposition. Vous l'avez dit, Soumaïla Cissé a peiné à dépasser le pourcentage de 30 à l'issue de cette présidentielle. Est-ce qu'il ne risque pas de connaître des querelles de leadership avec ses précédents dans cette élection? Oui, enfin, cette question... C'est suivant dans cette élection. Cette question méritera difficilement une réponse par l'affirmative, d'autant plus que Modibo Diarra est resté pratiquement muet. Le collègue l'a dit, il ne s'est pratiquement pas prononcé. De même pour le candidat arrivé, je pense, troisième. On aurait plutôt eu des inquiétudes à l'encontre de Soumaïla Cissé si effectivement les autres candidats de l'opposition s'étaient montrés actifs. Or, là, on note une certaine passivité. C'est comme si effectivement le lit était fait d'avance pour Soumaïla Cissé, qui, je le pense, et je le confirme, devra être le principal challenger pour les 5 prochaines années de Ibeka. Donc, la prochaine élection présidentielle pourra très bien refaire un remake des 2 dernières élections. Louis-Philippe Badinga, quel peut être le poids de l'issue de cette présidentielle sur le processus de paix et de sécurité du Mali? Oui, je pense que si la contestation de Soumaïla Cissé reste dans le cadre strictement des institutions, en réalité, après ces élections présidentielles, les prochaines élections, donc les législatives et certainement les élections municipales, devraient conforter en réalité le système démocratique malien. Et donc, Soumaïla Cissé y gagnerait grandement on va dire, à rester dans ce cadre démocratique. Mais malheureusement, si
il use des moyens autres que la contestation donc dans le cadre institutionnel et qu'il aille dans la rue, cela peut effectivement impacter sur la volonté de paix au Mali. À ce stade de l'émission, nous marquons une pause et derrière nous allons nous retrouver pour parler de la disparition de Kofi Annan. Deuxième partie de votre émission Ici l'Afrique. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est mort samedi à l'âge de 80 ans. Samedi matin, depuis, les hommages se multiplient pour saluer l'homme de paix. Retour sur son parcours diplomatique dans ce reportage de notre rédaction. La nouvelle est tombée ce samedi matin. L'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est mort des suites d'une courte maladie à l'âge de 80 ans. Lauréat du prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan est décédé paisiblement ce samedi 18 août 2018, selon une déclaration de la fondation qui porte son nom. Né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, Kofi Annan, de son vrai nom, était un diplomate, homme politique, économiste et homme d'État ghanéen. Il fut le 7e secrétaire général des Nations Unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Il occupera cette fonction pendant près de 10 ans, soit de 1997 à 2006. Kofi Annan a tout d'abord intégré les rangs de l'Organisation mondiale de la santé en 1962. Il a ensuite évolué au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avant d'arriver au siège de l'ONU à New York où il sera nommé sous-secrétaire puis secrétaire général en janvier 1997. Après son départ de l'Organisation des Nations Unies en 2006, Kofi Annan a continué à œuvrer pour la paix dans le monde au sein de la fondation Kofi Annan et comme représentant du groupe de Hulder, le groupe fondé par Nelson Mandela. Objectif, promouvoir la paix à travers le monde. Nommé en février 2012 comme médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe sur le conflit en Syrie, il démissionne malheureusement de son poste 6 mois plus tard, reconnaissant un échec cinglant et critiquant implicitement l'attitude des pays occidentaux. Ce matin, c'est comme une bombe qui résonne dans l'esprit des Africains et des autorités mondiales. Antonio Guterres, actuel secrétaire général des Nations Unies, a salué la mémoire de l'homme en reconnaissant de lui une force qui guidait vers le bien. À côté de lui, c'est le Ghana, son pays natal, qui a décrété une semaine de deuil national. Cela pour dire que c'est un monument qui s'en va et donc une énorme bibliothèque qui vient de partir en fumée. Et depuis là, les réactions se multiplient à travers le monde. Vous l'avez entendu, l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été le premier à s'exprimer, saluant une force qui guidait vers le bien. À la suite de celle-ci, nous prenons le message du président gabonais Ali Bongo Ondimba, dit de Kofi Annan, qu'il a rendu fier notre continent en tant que secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix. Il en a vu un modèle et surtout un illustre aîné. Fin de citation. Et ça ne s'arrête pas, voilà, qui nous amène à Ouagadougou, retrouver Ablassé Ouédraogo, le président du Faso autrement, était à l'époque patron de la diplomatie burkinabé avant de se retrouver à la direction de l'Organisation mondiale du commerce quand il a rencontré Kofi Annan. On l'écoute. Disons que moi j'ai eu la chance de connaître le doyen Kofi Annan, c'est un frère du Ghana. Je l'ai connu notamment quand j'étais fonctionnaire du système des Nations Unies. Je l'ai connu quand j'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays. Au moment où j'ai occupé les fonctions de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, nous avions, sous la conduite du secrétaire général Kofi Annan, des réunions périodiques de toutes les institutions et on a évalué chaque fois les avancées dans le monde. Donc c'est une personnalité que j'ai bien connue et j'ai bien pratiquée. Ce que nous avons appris ce matin constitue une perte incommensurable pour non seulement le continent, mais pour toute l'humanité, parce que Kofi Annan est un homme de conviction, un homme d'engagement, un homme de sagesse, un homme qui a dépensé toute sa vie pour la paix de ce monde, pour le développement de notre monde, pour la stabilité de notre monde. Et c'est ma conviction, je le dis,
des hommes de cette qualité, des hommes de cette nature, l'humanité les retrouve rarement. Et je considère que, comme Nelson Mandela, Kofi Annan est une icône. Kofi Annan est un baobab qui s'est effondré donc aujourd'hui, et il a utilisé toute sa vie, toute son énergie, toutes ses connaissances pour asseoir dans notre monde la paix, la stabilité et le développement. N'oubliez pas que c'est pendant son mandat de secrétaire général que les activités de maintien de la paix à travers le monde se sont développées extraordinairement. Il a beaucoup fait pour notre monde, il a beaucoup fait pour le continent. Il est parti que le Tout-Puissant le reçoive en son royaume et qu'il repose en paix. Voilà tout ce qu'on peut souhaiter donc à Kofi Annan. Mais dernière question, M. Ablassé Ouedraogo. En recevant son prix Nobel de la paix à Oslo en 2001, si mes souvenirs sont bons, il déclarait, je le cite, « J'ai essayé de placer l'être humain au centre de tout ce que nous entreprenons ». Avez-vous le sentiment qu'il a été écouté dans son approche de prévention et de règlement des conflits? Vous savez, Kofi Annan est un homme très affable. C'est un homme très modeste. Et il mettait chaque fois au devant de toutes ces considérations l'être humain, autrui. Donc ce qu'il a dit, il l'a dit avec sincérité, et dans toute son action à travers sa vie, vous pouvez regarder, Kofi Annan a été au service des hommes sur cette terre. C'est un monument qui s'en va, c'est une icône qui s'en va, c'est un baobab qui s'est effondré ce matin. Merci Ablassé Ouedraogo, actuellement président du parti politique Le Faso Autrement. Merci encore pour votre disponibilité. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci. La mission de Kofi Annan n'était pas qu'un long fleuve tranquille, 10 ans à la tête de l'ONU. C'est un parcours fait aussi d'échecs dans certains dossiers, lesquels vous ont semblé plus retentissants de son mandat, voire regrettables. On commence avec vous, Philippe Badinga. Ah oui, bon, en tout cas, si l'on peut parler d'échecs retentissants, c'est l'Irak en 2003, l'intervention des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui interviennent sans mandat onusien en Irak pour essayer de dégager Saddam Hussein, et donc c'est un chapitre que Kofi Annan lui-même regrette en tant que secrétaire général des Nations Unies, mais on peut ajouter à côté de ça... La Syrie. Oui, on peut ajouter la Syrie qui est également un échec cuisant. De toutes les manières, ayant vécu l'Irak, il savait très bien la configuration en Syrie, que les choses n'allaient pas aboutir. Bon, avant qu'il ne soit secrétaire général des Nations Unies, mais il était déjà aux affaires en tant que secrétaire général adjoint. Il y a eu le Rwanda. Le Rwanda également, qu'il regrette énormément. Donc, on peut citer ces exemples comme des échecs cuisants qu'il reconnaît lui-même. Qu'est-ce qui pourrait avoir justifié certains de ces échecs que beaucoup d'observateurs ont parfois résumés à la lenteur des interventions onusiennes sur certains dossiers? Michel Nonguesso. Oui, ce ne sont pas des échecs, le collègue fait bien de les relever, imputables à la personnalité de Kofi Annan. Il faut dire que l'homme arrive aux affaires, effectivement, dans une forte période de turbulence insécurité dans le monde. Nous avons le génocide en 1994 au Rwanda, mais aussi en Bosnie, effectivement, en 1995. Donc, il s'agissait, effectivement, pour Kofi Annan, de rétablir l'ONU dans ses prérogatives, de redonner à l'institution effectivement des moyens pour pouvoir assurer les missions que sont celles de la préservation de la paix et de la prévention des conflits. Malheureusement, l'institution qu'est l'ONU n'a pas toujours eu les moyens de sa politique, et c'est ce qui va justifier effectivement 5 ans après la prise de fonction, nous sommes en 2003, la querelle au sujet de l'invasion de l'Irak menée avec les États-Unis d'Amérique. Donc ce sont des échecs, oui, mais qui ne relèvent pas forcément d'une faille individuelle imputable à la personne de Kofi Annan, mais plutôt du système onusien qui lui-même cultive ses propres lacunes. Parce qu'à côté de l'ONU, et plus que l'ONU, il y a l'impérialisme des États-Unis qui ne reçoit des leçons de pratiquement personne. Et c'est même cet impérialisme-là qui va justifier la démission, parce que c'est une grille de lecture
de Kofi Annan en 2012 lorsqu'il est nommé émissaire choisi par les Nations Unies et la Ligue arabe. Effectivement, c'est l'entêtement des pays occidentaux dans la poursuite des sanctions contre la Syrie qui va démobiliser tous les efforts engagé par Kofi Annan. Et c'est cet impérialisme-là qui a pratiquement plombé aussi la gestion de Boutros Ghali à la tête des Nations Unies. Oui, bien entendu. D'ailleurs, Boutros Ghali n'a passé qu'un seul mandat à la tête de l'ONU et ce sont les États-Unis qui vont tout faire pour qu'il ne soit pas réélu. Ils vont d'ailleurs choisir Kofi Annan. Mais ce qui est intéressant avec Kofi Annan, c'est qu'il n'avait pas sa langue dans la bouche. Quand il devait dire clairement ce qui était, il n'a pas manqué. D'ailleurs, en 2003, en ce qui concerne l'invasion de l'Irak, Kofi Annan a clairement qualifié d'illégale cette invasion et ça lui a valu un peu, on va dire, le courroux des États-Unis. Direction Paris pour prendre le témoignage de Luc Mayo, journaliste et président du Club de l'information africaine. Vous l'avez bien connu, Kofi Annan. C'est un qui faisait plaisir à voir. Il est entré dans le système des Nations Unies très tôt, dès les années 60. Il n'en est pas sorti avant d'avoir pris sa retraite de secrétaire général, qui est quand même le sommet en la matière. Il a eu 2 mandats consécutifs, vous l'avez rappelé, c'est le premier Africain à l'avoir fait, d'Afrique subsaharienne, mais d'Afrique de façon générale, puisqu'il avait pris la succession de Boutros Ghali, l'Égyptien. Et puis, il a eu le prix Nobel de la paix, surtout. Il a partagé le prix Nobel de la paix avec cette organisation dans laquelle il a passé le gros de sa carrière. Et une fois sa carrière terminée dans le système des Nations Unies, il s'est beaucoup investi pour l'Afrique, pour le développement du continent africain, pour le renforcement des droits, des libertés. Et on pourrait lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas l'accuser d'avoir eu de la langue de bois, parce qu'il a appelé à davantage de multilatéralisme de la part des Américains du temps de George Bush Jr. Il a insisté pour que le système des Nations Unies prenne en compte le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être réformé afin de permettre que le statu quo né de la fin de la Deuxième Guerre mondiale ne perdure pas indéfiniment. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui, on doit saluer la mémoire de Kofi Annan à la fois comme un grand diplomate, mais comme un grand Africain surtout. Oui, Luc Mayo, dans son approche de règlement et de prévention des conflits, peut-on établir une comparaison entre sa gestion et celle de son successeur Ban Ki-moon? Ce ne sont pas les mêmes méthodes. C'est-à-dire que là où, et c'est par cela que je commençais tout à l'heure en parlant de gentlemania presque à la British, ce que Kofi Annan dégageait en termes de sérénité, on l'a vu pendant la guerre au Kosovo, on l'a vu quand l'embargo a été imposé contre l'Irak et qu'il a dû imposer ce programme pétrole contre nourriture pour que les Irakiens ne fassent pas l'objet d'un embargo brut et surtout déshumanisant. Ça, c'est quelque chose qu'il a réussi à apporter comme touche personnelle, mettre un supplément d'âme dans la diplomatie. À la différence de cela, et c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel de la paix, je pense aussi, à la différence de cela, Ban Ki-moon, qui est lui aussi, comme je dirais, comme un candidat soutenu par les Américains, n'a pas été dans cette finesse d'esprit-là. Je ne veux retenir qu'un seul cas, celui de l'intervention occidentale dans les élections en Côte d'Ivoire, où je pense qu'il y avait mieux à faire que la guerre qui a été livrée pour arrêter la crise post-électorale. Donc je pense que du temps de Kofi Annan, et sans faire de la diplomatie fiction, cela n'aurait pas pu se terminer de cette manière-là. Évidemment, il a eu ses parts d'échecs. D'abord, comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, sur le Rwanda, il s'est trompé et il n'a pas manqué de le faire savoir. Mais sur d'autres conflits, très sincèrement, il a eu la grandeur d'esprit et surtout l'ouverture d'esprit qui permet à un diplomate de faire que la diplomatie retrouve ses lettres de noblesse, surtout dans notre monde où le tout militaire semble l'avoir emporté sur tout le reste. Luc Mayo, pour votre disponibilité en direct de Paris. Merci encore. Merci. Avez-vous le sentiment ici sur ce plateau que son successeur Ban Ki-moon ait renforcé les acquis des 2 mandats de Kofi Annan?
Oui, difficile de ne pas voir dans la posture actuelle des Nations Unies la perpétuation de l'œuvre de Ban Ki-moon, qui, il faut le rappeler, de Kofi Annan, autant pour moi, qui, il faut le rappeler, est un fervent défenseur du multilatéralisme. Rappelez-vous que tous les langues réformistes qui animent le Conseil de sécurité des Nations Unies, permettez-moi le néologisme, est d'origine ananien. Et Kofi Annan aura été celui-là qui, effectivement, a rappelé aux puissances mondiales la nécessité d'excéder le cadre des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies respirait effectivement la répartition du monde sorti de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait aller au-delà, et c'est cela qu'on appelle le multilatéralisme, et Kofi Annan est celui qui l'a planté comme décor. Alors, lui, Philippe Badiga? Oui, bon, c'est vrai que... Est-ce que la comparaison des époques, des gestions est possible? Oui, c'est vrai que dans une certaine mesure, il faut déjà dire que les plus grands succès diplomatiques de Kofi Annan ont été réalisés sur le continent africain. On peut se souvenir rapidement de la péninsule de Bakassi qui opposait le Nigeria et le Cameroun, un grand succès diplomatique. On peut se souvenir de la médiation au Kenya entre Mwai Kibaki et Raila Odinga. En 2007 voilà, 2008. Voilà, on peut se souvenir également de règlement de la seconde guerre, je veux dire la deuxième guerre dans la crise congolaise. Voilà, et donc... vu comme ça, Ban Ki-moon n'a pas été très interventionniste parce qu'il faut le dire, sous Kofi Annan, les opérations de maintien de la paix se sont multipliées. Il faut dire que Kofi Annan, ayant fait toutes ses classes dans cet appareil, avait quand même un peu mal parce que l'intervention militaire des Nations Unies repose sous le chapitre 7 qui donne le monopole de la violence au Conseil de sécurité. Mais malheureusement, il a été très difficile à ce Conseil de sécurité justement d'intervenir là où on l'attendait, notamment au Rwanda et partout ailleurs. Et donc il faut dire que la direction de Ban Ki-moon s'est inscrite donc dans cette continuité de rechercher davantage de la paix. Mais malheureusement, le contexte international a beaucoup changé entre Kofi Annan et Ban Ki-moon. Il faut retenir qu'avec l'arrivée sur la scène internationale, sans invitation de Al-Qaïda, la donne a totalement changé et la guerre a totalement changé. Et donc, les grilles de lecture... On a fait face à une nouvelle guerre, une guerre plutôt asymétrique. Voilà. Donc, les grilles de lecture ont été totalement brouillées avec cette guerre asymétrique. Difficile d'identifier les acteurs qui sont opposés à un État ou à une institution. Je crois que Maître Aluntine est aussi avec nous en direct de Dakar. Maître Aluntine, qui devient expert international des Nations Unies après avoir dirigé le bureau Afrique d'Amnesty International. Bonjour Aluntine. Bonjour. Alors, que retenez-vous de Kofi Annan et de sa gestion de l'ONU? Moi, je suis habité par une immense tristesse. C'est une fois que j'ai rencontré cet homme qui est d'une très grande humilité, d'une bonté infinie, à la conférence mondiale sur la CPI à Rome. Par la suite, ce qu'on connaît de lui, c'est son dévouement total, entier pour la paix en Afrique, pour la paix dans le monde. Je pense que jusqu'à sa mort, il n'a pas arrêté de jouer un rôle fondamental ici, sur le continent africain, et également sur toute la planète, sur les théâtres d'opération les plus complexes, les plus compliqués comme la Syrie. Donc vraiment, en tant qu'Africains, nous lui devons un hommage déférent, un hommage vibrant. J'ai eu également l'insigne honneur de travailler également aussi à l'ouverture de la fondation Kofi Annan, le centre Kofi Annan qui se trouve à Accra. Vraiment, c'est une grande tristesse. C'est un moment très dur que nous traversons avec la mort de Samir Amin, de Aretha Franklin, et enfin de Kofi Annan. C'est une semaine vraiment où le choc est immense pour nous, peuple africain. Alors, on voit bien que vous l'avez côtoyé, vous l'avez rencontré. Quel héritage a-t-il laissé à l'ONU en passant le flambeau à Ban Ki-moon? Écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de faire des réformes démocratiques pour les Nations Unies, ce qui est extrêmement difficile. Kofi Annan, c'est surtout la sagesse, c'est la réflexion. Kofi Annan, c'est un immense humaniste d'une bonté de cœur extraordinaire.
Et vraiment, j'ai travaillé également sur la conférence mondiale contre le racisme. C'était également avec sous son magistère. Donc on salue chaleureusement le travail qu'il a fait pour le travail pour la non-discrimination, parce que c'était ça aussi la conférence mondiale contre le racisme à Durban en 2001, la CPI également en 98. Donc le travail pour vraiment lutter contre l'impunité, le travail pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance, c'est sous le magistère de Kofi Annan. Sans compter, bien entendu, après avoir quitté les Nations Unies, il a beaucoup travaillé sur l'Afrique. On lui a confié beaucoup de choses concernant aujourd'hui, par exemple, le trafic de drogue avec son rapport qu'il a fait avec Obasanjo. Ce sont des lectures qu'il faut faire quand on est dans les droits de l'homme pour mieux connaître également les défis énormes de l'Afrique occidentale et de l'Afrique de l'Ouest et bien sûr du continent africain aussi. Merci. Alioune Tine en direct de Dakar. Je rappelle qu'il s'agissait là d'Alioune Tine qui a longtemps été président de la rencontre africaine des droits de l'homme, expert international des Nations Unies, qui vient de conduire d'ailleurs une mission au Mali. Nous y reviendrons. Merci Alioune Tine. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, lorsqu'on fait le bilan de la gestion de Kofi Annan à la tête de l'ONU pendant ces 2 mandats, on peut au moins regretter qu'il n'ait pas réussi à obtenir à l'Afrique un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Votre réaction? Oui, juste 2 secondes pour dire que l'œuvre de Kofi Annan à la tête de cette institution ne se limite pas simplement à la simple prévention des conflits et préservation de la paix. Kofi Annan, c'est aussi la lutte contre la pandémie du sida. C'est un pan de ce chapitre qu'il sera maladroit d'occulter, justement pour restituer à l'homme toute cette dimension internationaliste. Absolument. Et vous parlez tout à fait de réforme. Effectivement, on peut regretter que les lignes n'aient pas assez bougé, mais cela n'empêche pas que la réforme se sent, elle est en cours, elle est en gestation spirituelle. L'Afrique et d'autres parties du monde qui sont aujourd'hui oubliées doivent continuer de revendiquer un siège permanent à l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'en réalité, la question, c'est au niveau du veto. Vous voyez bien que les mêmes puissances sont les seules qui exclusivement exercent le droit de veto, ce qui d'ailleurs a pour conséquence de limiter de façon pérenne l'action des États-Unis dans certaines zones de conflit. C'est très regrettable, effectivement. Oui, justement, cette situation que beaucoup d'Africains regrettent, oui, le fait qu'il n'est pas aujourd'hui un siège permanent au Conseil de sécurité. Voilà. Bon, c'est vrai que sous le mandat de Kofi Annan, beaucoup de choses ont bougé et il y a eu cette revendication d'un siège de membre permanent de l'Afrique, sinon d'un pays africain, au Conseil de sécurité. Mais il faut dire que l'approche n'était pas non plus bonne pour les Africains parce qu'il y avait une sorte de leadership. L'Afrique du Sud voulait un siège de membre. En réalité, il fallait peut-être demander un siège pour l'Afrique et non pour un pays africain parce que le contexte qui a mené des États à être membre du Conseil de sécurité, c'est le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on a toujours reproché également à la France, qui en réalité n'était pas un véritable vainqueur de la guerre, mais qui était en réalité ce pays qui a été sauvé justement de l'invasion des nazis, de bénéficier d'un poste au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais bon, ce n'était pas du propre chef de Kofi Annan de régler cette affaire. Mais il faut dire, son mandat n'a pas été usurpé, couronné par un prix Nobel de la paix. C'est dire tous les efforts qui ont été entrepris par lui. Mais il faut reconnaître que le Conseil de sécurité est un cercle fermé et les 5 membres sont bien jaloux de leur droit de veto. Et donc, en réalité, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'Afrique, avec ses 54 États, puisse peser de tout son poids pour demander une réforme de ce Conseil de sécurité de l'ONU qui n'accorde que quelques places de membres non permanents à des pays tiers. Est-ce qu'on va y arriver un jour? C'est ça toute la question, Michel Ndonguesso, sachant déjà les clivages qui nous empêchent parfois de regarder dans la même direction. La question se pose d'autant plus qu'elle a des contournements politiques
Effectivement, la question démocratique conditionne le reste, puisque ce qu'on attend de l'Afrique, c'est d'abord de faire l'approuvement de son émancipation. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de revendiquer une place au Conseil des Nations Unies. Ce n'est pas une place qu'on attribue à qui la veut. C'est une place qui se mérite. Et je pense que sur la question de l'Afrique du Sud, avait quand même de bonnes raisons de prétendre être le représentant de l'Afrique, puisque c'est quand le pays qui jouit le mieux d'une sérénité politico-économique, c'est encore entre griffes. Et ceci reste très relatif. Je ne pense pas que Louis-Philippe soit forcément d'accord avec vous, parce que le Nigeria pourrait parler de la même chose. Oui, mais justement, la question du siège de membre permanent au Conseil de sécurité était fondée sur le poids de chaque pays. D'un point de vue strictement politique et économique, l'Afrique du Sud jouit d'un certain poids, mais le Nigeria fait prévaloir le poids démographique. Et c'est pour ça que je dis que c'est une erreur. En réalité, il faut prendre la question d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'il faut réclamer un siège pour l'Afrique, c'est-à-dire pour 54 États. Je pense que c'est plus judicieux pour parvenir à cette fin. Avant de nous quitter très rapidement, nous allons au Cameroun voisin retrouver Cabral Libi, journaliste, juriste et désormais acteur politique aussi, pour avoir décidé de se porter candidat à la présidentielle camerounaise. Bonjour Cabral. Bonjour à vous. Que retenez-vous de la gestion de Kofi Annan pendant son règne à la tête des Nations Unies? Je retiens de cette liste de personnalités africaines l'humanité. C'est un homme qui prêchait l'humanité. C'est un homme qui promouvait l'humanité. De l'humanité dans la gestion des hommes, de l'humanité dans le management des hautes institutions africaines, de l'humanité dans le management des États. C'est sans doute la raison pour laquelle sa trajectoire lui a valu à un moment le prix Nobel de la paix. Donc, je garde le souvenir vivace de cet homme, d'abord noir, africain, ghanéen, qui s'est hissé à ce niveau-là, qui a fait une carrière internationale très riche, qu'il a hissé au sommet du monde, et a parvenu à ce niveau-là, mondial. Il était très différent, et de ceux qui l'ont précédé, et de ceux qui le côtoyaient en ce moment bien précis, il prêchait la paix, avec beaucoup de simplicité. Il a toujours dégagé un mélange de simplicité, d'humanité, de rigueur en même temps. C'est quelqu'un qui inspire ma génération, et je me suis toujours dit que le rêve d'une Afrique grande, qui gagne, qui est élevée, il se trouvera toujours des personnes pour le porter, et moi j'en fais partie. Merci Cabral Libi, en direct du Cameroun. Je rappelle qu'il s'agissait là d'un acteur politique du Cameroun, candidat à l'élection présidentielle dans ce pays. Merci à vous Cabral. Merci à vous. En 2 ou 3 mots, l'Afrique pourrait-elle encore avoir un autre Kofi Annan à la tête des Nations Unies, vous y croyez? Kierkegaard disait que les grands hommes naissent à peu près après un siècle. Donc nous avons eu un Kofi Annan. C'est peut-être dans un siècle ou deux que nous en aurons un autre qui s'appellera peut-être Ismaël Obianze Junior. C'est tout le mal que je peux me souhaiter à moi-même, Louis-Philippe Badinga. Oui, bon, je pense que quand on prend le parcours personnel de Kofi Annan, il est difficile dans l'état actuel de pouvoir le suivre. Ne passe pas 40 ans au sein de l'appareil de l'ONU qui veut, il faut se lever bientôt, et je pense que les Africains ont tendance à se lever un peu tard, et donc il sera difficile d'avoir une autre personnalité de la trempe de Kofi Annan à la tête de l'ONU et qui puisse décrocher également un prix Nobel de la paix, ce n'est pas donné. C'est plutôt un afro-pessimiste, Philippe. Non, c'est plutôt du réalisme. Les Africains se lèvent en effet très tard. Or, le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Lèvez-vous tôt pour suivre cette émission. À très vite sur Gabon 24.